Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, merci. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y vous abonner. Ça nous aide énormément. Vous pouvez évidemment nous suivre sur toutes les plateformes audio ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? George, ça va très bien, à part que, tu vois, on enregistre un peu plus tard que d'habitude, parce que Hydro-Québec a décidé de couper l'électricité. Heureusement, les gens qui nous écoutent, nous regardent, ils vont pas le savoir. Ils savent pas. C'est pas grave. Mais George, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial et très intéressant. Puis juste pour faire le lien avec les très nombreuses discussions qu'on a eues dans le passé sur ce même podcast, sur l'importance, lorsqu'on est dans une démocratie, de chérir cette démocratie et d'essayer de la... en fait, de l'entretenir, parce que la démocratie, c'est pas quelque chose qu'on doit tenir pour acquis. Et je crois que ce qui se passe actuellement dans le monde, un peu partout, là, sans viser spécifiquement nos voisins américains, j'ai pas dit ça, mais très sérieusement, la démocratie, il faut en prendre soin. Puis on a dans notre démocratie québécoise un certain nombre d'institutions démocratiques très importantes. On a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, on a pour invité le commissaire au lobbyisme, M. Jean-François Routier. Exact. Je me suis pas trompé. Non, on venait de parler d'un Jean-François, puis là, j'étais comme... Je viens-tu de faire une erreur? Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être là. Puis moi, je vais ajouter à ce que Salim disait, parce que l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça va plaire particulièrement aux geeks politiques comme nous, là, parce que on sait qu'il y a l'avant-scène en politique, donc ça, c'est les élus qu'on amène, les ministres, les chefs de parti, etc. Il y a l'arrière-scène de la politique, donc les conseillers politiques, les chefs de cabinet, on en a reçu quelques-uns. Et en arrière de cette arrière-scène-là, il y a une autre scène où c'est tous les fonctionnaires, etc. Puis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ou qui les connaissent, mais ils ont un rôle très important parce que c'est eux autres auxquels l'arrière-scène en dépend et aussi l'avant-scène, donc les élus. Puis c'est important. Et il y a beaucoup d'interactions. Et c'est beaucoup d'interactions. Puis là, c'est un petit peu le carrefour, un petit peu entre les gens du gouvernement, tant au niveau provincial, donc gouvernement du Québec au sens large du terme, que municipal. Mais justement, on a avec nous M. Routier pour en parler un petit peu. Monsieur Routier, pouvez-vous un petit peu nous expliquer votre rôle de commissaire au lobbyisme? Il y a des gens qui savent plus ou moins déjà ce que c'est, mais je pense que ça va être intéressant d'avoir un petit peu de la manière dont vous présentez, c'est-à-dire votre rôle et l'organisme que vous dirigez dans le fond. Merci d'abord de me recevoir. C'est vraiment c'est fort sympathique ce genre de podcast et c'est rare qu'on a l'occasion d'avoir des discussions, je dirais, de fond ou même de présenter notre organisation qui, oui, est un peu dans l'ombre, dans l'ombre de la politique. Moi, je dis toujours, je ne fais pas de politique, mais je la suis de façon très assidue parce que c'est la base de notre démocratie. Alors, le commissaire au lobbyisme, essentiellement, il exerce une fonction qui devrait normalement être exercée par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'on a jugé que ce n'est pas une fonction qui devrait relever de l'exécutif, donc du gouvernement, à cause des intérêts qui sont en jeu. C'est-à-dire, on parle de communication, d'influence entre des individus, des entreprises, des organisations et des titulaires de charges publiques. Je vais élaborer un peu sur la chose, mais donc on s'est dit, ça ne peut pas être le gouvernement qui gère cet aspect-là, puisqu'il y a des questions de conflit d'intérêts potentiels, d'exercer de l'influence pour obtenir des subventions ou des contrats ou des modifications législatives.
Donc, ça ne devrait pas être l'organe exécutif qui gère ça. Il faut que ce soit le législatif. Donc, alors, ça relève de l'Assemblée nationale. Puis l'Assemblée nationale, comme pour d'autres fonctions, on parle du vérificateur général des élections, commissaire à l'éthique, protecteur des citoyens et le commissaire au lobbyisme, donc des personnes désignées par l'Assemblée nationale. Et on dit toujours, pour exercer une fonction qui en relève, alors qui relève de l'Assemblée nationale. On est des mandataires, finalement, de l'Assemblée nationale pour exercer un pouvoir de surveillance sur l'État. Dans notre cas, on couvre autant le municipal que le gouvernemental que le parlementaire. Donc, les 3 paliers décisionnels, si on veut, au Québec, et l'ensemble des titulaires de charges publiques qui en relèvent pour amener les gens, finalement, à être transparents lorsqu'ils tentent d'influencer une décision à l'un de ces paliers-là. Très bien, ça. Alors, souvent, les gens, quand ils entendent lobbyisme, évidemment, ils ont leur propre définition de ce que c'est. Et souvent, ils ne sont pas très loin de la réalité. C'est-à-dire, le lobbyisme, c'est une forme, si ce n'est pas de l'influence, tout simplement, auprès de ce qu'on appelle des titulaires de charges publiques. Donc, ça veut dire des gens à l'intérieur du gouvernement qui sont en position soit de prendre des décisions ou d'influencer eux-mêmes ces décisions à l'intérieur de la machine administrative. Ouais. Des élus ou des fonctionnaires. Essentiellement, le titulaire de charges publiques, c'est un grand mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des élus ou des fonctionnaires. Des élus ou des fonctionnaires, exactement. Mais il y a une loi au Québec, et si vous voulez bien, vous allez peut-être nous en parler un petit peu, qui définit encore un peu plus clairement, on ne va pas rentrer trop dans les détails, hein, c'est-à-dire sinon le podcast risquerait de durer 4 ou 5 heures, mais disons les grandes lignes de ce qui, de ce qui est vu ou perçu comme du lobbyisme selon la loi québécoise. Ouais. Alors, d'abord, peut-être pour compléter sur la mission, la vraie et la seule raison d'être, en fait, d'un commissaire au lobbyisme, comme les autres personnes désignées, c'est la confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques, dans leurs institutions publiques. Si on n'atteint pas cet objectif-là, ou on n'essaie pas de l'atteindre, on ne fait pas notre travail. C'est à ça qu'on sert. Et pourquoi? Ben parce que cette confiance dans les institutions publiques, elle est la base de notre démocratie. S'il n'y a pas de confiance dans le système électoral, dans le système décisionnel, les gens exercent un droit de vote, mais n'ont pas confiance dans ce qu'ils font. Donc, moi, c'est mon rôle. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins et c'est la raison aussi pour laquelle tous nos employés sont autant mobilisés par leur travail. Pour en revenir à la loi, ce qu'elle dit et la définition du lobbyisme, ce qu'on dit, c'est que du lobbyisme, essentiellement, c'est de communiquer avec un élu ou un fonctionnaire pour tenter d'influencer sa décision. Qu'on y réussisse ou pas, l'important, c'est que cette tentative d'influence ou cette communication d'influence, représentation d'intérêt, moi, c'est les termes que je préfère, qu'elle soit transparente. Comment elle est rendue transparente? En inscrivant son activité au registre des lobbyistes. Au registre public. Donc, ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde peuvent aller donc sur le registre, admettons, taper le nom d'une entreprise et de voir les mandats qui sont enregistrés, puis de savoir que telle entreprise a eu des communications d'influence avec tel ministère. Elle les a eues, elle va les avoir ou va tenter de les avoir. On n'a pas cette distinction-là encore au Québec. Je voudrais bien sûr qu'on puisse arriver à ça éventuellement parce que c'est pour moi très pertinent de savoir est-ce que la communication, elle est simplement souhaitée, prévue ou encore elle a eu lieu véritablement. Est-ce qu'on a rencontré le premier ministre, le ministre, le maire, le conseiller municipal ou si on souhaite le rencontrer pour tenter d'influencer sa décision. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas prévu dans la loi, dans le fond. C'est pas l'interprétation actuelle de la loi. Et de toute façon, tant qu'à le faire, il faut bien le faire. Mais parce que sinon, c'est quoi le rapport? Là? C'est quoi le but? Tu t'enregistres dans le registre. Donc, on sait que, Salim Idrissi ou Georges Centrizos, il y a ce client-là, puis il prévoit, on ne sait pas s'il l'a fait, s'il prévoit le faire, rencontrer ministre ABCD. Mais là,
les gens ne savent pas si finalement, est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a eu des représentations? Est-ce qu'on peut faire une association quelconque d'un contrat public ou d'une loi ou quoi que ce soit qui est en relation avec soit un organisme ou une entreprise? Donc, tu sais, les gens se demandent, mais c'est quoi le but d'abord d'avoir un registre si on ne sait pas le résultat final? Ben, c'est déjà ça. Pour moi, c'est déjà transparent de dire j'ai l'intention d'influencer. Ouais. On peut pas nier ça, puis ça fait 23 ans que notre loi est comme ça. Donc, c'est déjà une partie de transparence. Moi, je milite pour la pertinence maintenant. Alors, la transparence, on l'a déjà. On l'a déjà en grande partie. Est-ce qu'il y a encore des activités de lobbyisme qui se font sans être inscrites? Bien entendu. On a une organisation de 45 personnes. On surveille les 3 paliers. Il y a 50 000 fonctionnaires. Il y a plus de 2000 institutions au Québec. C'est une mission impossible dans la mesure où on l'a fait si on l'accomplit seul. On n'est pas seul, mais quand même. Alors, ça devient extrêmement complexe de faire ce travail-là et de pouvoir rassurer le citoyen que toutes les communications sont inscrites. Mais aller plus loin dans la pertinence de cette information-là pour le citoyen. Il y en a tellement d'informations maintenant. Et la loi couvre tellement large. En 2025, les sources d'informations sont beaucoup trop nombreuses. Les citoyens doivent un peu filtrer ce qu'ils vont avoir comme information. De là l'importance de resserrer, si on veut, le cadre pour s'assurer que ce qu'on couvre et ce qui doit être, disons, divulgué est vraiment pertinent pour les citoyens. Vous disiez que vous couvriez 3 paliers. Oui. C'est-à-dire... Le parlementaire, donc les élus parlementaires. Okay. Tout ce qui est gouvernement, ministère et organismes du gouvernement, et tout ce qui est municipal, incluant les organismes supramunicipaux, que ce soit les MRC ou autres, et inframunicipaux, ça va jusqu'aux sociétés de transport. Oui, parfait, merci de la précision. C'est juste pour pas que nos auditeurs puissent penser que vous agissiez aussi au niveau fédéral. Non. Où vous avez un pendant, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec qui on collabore, mais non, chacun son domaine. Le Québec, c'est suffisamment grand pour Mais alors, là ce que je comprends aussi, donc, c'est que il y a cette loi-là qui est fondamentale dans votre travail, c'est-à-dire tout votre travail est autour de cette loi-là. Ouais. C'est une loi qui date de quand? 2002. 2002, donc 23 ans. 23 ans. OK. Donc, on peut raisonnablement penser qu'en 23 ans, les contextes, les façons de faire, les communications, les interactions ont évolué. Bien sûr. Et que peut-être que la loi telle que adoptée en 2002, pas qu'elle soit plus bonne, mais qu'elle pourrait être rafraîchie d'une certaine manière. Ah, vous êtes gentil. Elle a grandement besoin d'être rafraîchie. Déjà en 2007, à la première fois où on a fait un rapport sur la situation de la loi, il y avait déjà des recommandations d'améliorer, dont le transfert du registre, qui était administré auparavant par le ministère de la Justice et qui a été transféré seulement en 2019 au commissaire. À partir de là, nous, on a reconstruit un nouveau registre qui nous a permis, oui, de faire avancer, avec la même loi, d'aller davantage dans des données plus intéressantes ou une présentation plus intéressante, une accélération aussi de la divulgation, parce que maintenant, les gens peuvent divulguer, publier de façon automatique et ça prend moins de 5 à 10 minutes. Là. Alors, il n'y a pas de raison de tarder, mais on est encore avec des délais de 30 ou 60 jours pour la divulgation d'une activité. Alors, c'est certain peut-être qu'en 2002, oui, 30 jours, on ne faisait pas grand-chose. Aujourd'hui, en matière législative, réglementaire, gouvernementale ou autre, en 30 jours, il se passe énormément de choses. Donc, oui, les moyens de communication ont augmenté, la professionnalisation aussi du lobbyisme, les campagnes de marketing et tout ce qui est sous-jacent ou parallèle aux activités de lobbyisme, ça a pris une ampleur énorme. Les moyens, justement, les médias aussi ont changé. Aujourd'hui, une communication d'influence, ça se fait en envoyant un texto à un ministre ou en taguant, entre guillemets, un ministre sur Twitter. Ou X. Donc, c'est ça une communication d'influence. Alors, c'est vrai que les moyens ont changé. La loi, elle, n'a pas évolué du tout, sauf, comme je le mentionne, pour le transfert du registre. Donc,
elle est clairement due pour une révision. Et je pense qu'on a tous intérêt, comme citoyens, à ce que cette loi-là soit davantage pertinente et qu'elle ait davantage d'effets aussi. Donc, d'effets de conformité, d'effets d'amener les gens à se conformer. Parce qu'aujourd'hui, une pénalité de 500 $ pour avoir fait des activités illégales, disons, il y a pas grand monde qui se soucie de ça. Ouais. Et ça, on ne sait pas, mais ça va avoir coûté 10 000 $ minimum aux contribuables parce qu'il y aura eu une enquête, il y aura eu dépôt d'une accusation par le DPCP, peut-être même un procès pour en venir à une pénalité de 500 $. Ça fait plus de sens en 2025, d'autant plus que pour prendre ces dossiers-là, le DPCP devra entasser des beaucoup plus importants et je ne contesterai pas ça, là. Alors, il faut changer, mais moi, je ne peux pas imposer des pénalités administratives si je n'ai pas une nouvelle loi. Ouais. Alors, ça va Alors, c'est intéressant. Donc, ça va au DPCP. Alors, juste pour nos auditeurs, DPCP, c'est comme pour... Oui, pardon. Donc, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, c'est pas dans le criminel, hein, parce que non, ça, c'est pas dans le fédéral. C'est la même preuve. Dans le pénal, oui. Non, absolument, c'est la même. Alors, c'est un fardeau hors de tout doute raisonnable. C'est aussi pour une infraction qui est essentiellement administrative. Est-ce qu'on a inscrit ou pas son activité de lobbyisme? Est-ce qu'on l'a inscrit en temps ou pas? Oui. Alors, mais là, vous touchez quelque chose quand même d'extrêmement important. C'est parce qu'on se met... Alors, vous parliez tantôt de la confiance du public envers les institutions démocratiques, envers le système. Hein. Souvent, on parle de système, là, mais c'est sûr que vous dites ça à monsieur, madame, tout le monde. Vous dites, écoutez, ça a dû coûter 10, 12, 15 000 $ en temps, en honoraire, en argent, en ce que vous voulez, là, pour faire pour mettre en place une enquête, pour avoir finalement un certain nombre de preuves qu'on transmet au DPCP, qui lui-même va devoir réviser la preuve, monter son dossier. Exactement, pour au final avoir une pénalité relativement basse. Mais alors, est-ce que je dois comprendre que s'il devait y avoir une révision de la loi, est-ce que c'est pour des constats d'infraction bien plus sévères qui couvriraient donc qui pourraient couvrir même ce que ça a coûté aux contribuables, ou est-ce que l'idée c'est de mieux couvrir les activités de lobbyisme de manière à, d'abord, s'assurer que plus en plus de personnes s'inscrivent. Ouais. Et, donc, parce qu'après tout, c'est assez banal comme mesure. Hein. C'est relativement simple. En fait, c'est très simple. C'est ça. Donc, à la limite, puis, étant donné que c'est dans la loi, je me permets de dire que c'est banal dans le sens que il faut le faire. Puis c'est... Bon, mais... Le bout le plus important, c'est que c'est obligatoire. Oui, nul ne peut. Alors, voilà, c'est nul ça. Ne peut, ça veut dire que nul ne peut. C'est une infraction absolue de faire des activités de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes. Et oui, je reviens sur l'élément des sanctions. C'est un des aspects. C'est pas l'aspect principal. Mon objectif, moi, dans la vie, c'est pas de sanctionner les gens. Mon objectif, c'est que les activités de lobbyisme soient transparentes et que leur divulgation soit pertinente pour les citoyens. Comment on arrive à faire ça? On arrive à faire ça quand on réussit à amener les gens à se conformer à cette loi-là. Et comment on améliore la conformité? Oui, clairement, les sanctions, mais des sanctions beaucoup plus rapides, un pouvoir de sanction administrative par le commissaire, comme ça se fait dans bien des organisations, en environnement, à l'AMF. C'est pas besoin d'aller jusqu'au DPCP, dans le fond. Absolument pas, dans la majeure partie des cas. C'est sûr qu'on va peut-être rencontrer des cas extrêmes où on va juger que c'est nécessaire de donner un exemple, donc d'aller au pénal. Mais dans la majeure partie des cas, on devrait rester au niveau administratif, donc aller beaucoup plus rapidement et efficacement et à moindre coût pour assurer la conformité. Mais ce n'est qu'un des aspects. Pour moi, il faut aller bien plus loin que ça. Il faut recadrer, il faut amener davantage de pertinence. Donc, qu'on demande aux gens d'inscrire des vraies activités de lobbyisme qui sont pertinentes pour les citoyens. Les contrats en bas de 25 000, en bas de 50 000, ça n'a pas vraiment un impact global sur les citoyens. Peut-être que dans une municipalité de 2000 personnes, ça a un impact. Mais de façon générale, ça n'aura pas. Donc, de recadrer aussi, c'est quoi une activité de lobbyisme qui est pertinente pour les citoyens?
Ça, c'est important aussi. C'est ça, mais parce que je crois que la question aussi de la confiance du public repose aussi sur le genre de loi qu'on peut avoir avec qu'est-ce que ça comporte. Donc, par exemple, c'est sûr que si le constat d'infraction est le même, c'est-à-dire 500 $ pour la personne qui ne s'enregistre pas alors qu'elle représente, je ne sais pas moi, une multinationale suédoise, par exemple, et on parle en centaines de millions de dollars, versus on représente un collectif de dépanneurs quelque part, là, puis on s'entend que attendez, je veux pas qu'on me comprenne mal. C'est-à-dire, la loi est la loi, et la loi, elle est pour tout le monde. That's it, that's all. Hein. Il faut la respecter, point la ligne. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une gradation des sanctions en fonction du dossier. De la nature de l'infraction. Oui, je pense de la gravité de l'infraction. On ne pourra pas le faire en fonction de la taille de l'entreprise. Mais en fait, présentement, on ne le fait même pas en fonction de l'entreprise. Pour moi, c'est le changement le plus fondamental que je propose dans la réforme que j'ai recommandé au ministre, c'est de transférer la responsabilité actuelle qui repose sur les épaules des lobbyistes, donc des individus, sur les entreprises et les organisations. Parce que ce sont les entreprises et les organisations qui sont responsables de leurs employés ou de leurs mandataires. Ce sont les cabinets conseils. Hein. Le cabinet conseil va facturer le client. Ce n'est pas le lobbyiste qui va facturer le client. Même chose pour l'entreprise. Elle va payer ses employés, mais il n'y a pas un employé qui se lève le matin et qui va dire « Tiens, je vais aujourd'hui aller faire des représentations auprès du gouvernement » sans avoir un mandat de son employeur pour le faire. On fait toujours du lobbyisme pour quelqu'un d'autre. Qui fait en sorte qu'un citoyen ne sera jamais un lobbyiste. Mais on fait toujours du lobbyisme pour quelqu'un d'autre. Mais il faut que ce quelqu'un d'autre-là soit la personne responsable. Quand on va attaquer la marque de commerce, entre guillemets, la marque de commerce de l'entreprise, quand ce sera son nom qui va sortir dans le journal plutôt que celui du lobbyiste, on aura beaucoup plus de conformité parce qu'ils vont se doter d'une gouvernance interne aussi pour respecter les exigences là. Bon, il reste qu'ensuite, vous avez aussi des entreprises d'une personne. Hein? Oui, donc oui, mais ça reste l'entreprise. Non, c'est ça, exactement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, bien sûr qu'il y a la responsabilité ultimement, en fait, dans le fond, à qui profite la communication d'influence. Je suis bien d'accord avec vous, c'est la chose, je crois, la plus importante. D'ailleurs, je crois, même lorsque une entreprise, admettons multinationale, a recours à des firmes externes, des lobbyistes conseils, comme vous les appelez, parce que fondamentalement, c'est aussi la multinationale qui bénéficie avant la firme, même si la firme elle-même aussi bénéficie dans le sens qu'elle facture un client. Mais il y a quand même aussi un aspect quand même personnel là-dedans, dans le sens que dans toutes les entreprises, puis vous êtes avocat, je ne le suis pas, j'ai pas cette qualité, mais j'imagine dans tous les métiers du monde, à un moment donné, vous êtes dans une entreprise, prenez la personne qui travaillait chez Desjardins, qui est partie avec une clé USB avec mes informations et qui se sont retrouvés dans le dark web. Il y a aussi quelque part une responsabilité personnelle. Aussi, ça peut pas être non plus que les entreprises. Non, très clairement. Et donc, c'est pour ça qu'il existe déjà un code de déontologie des lobbyistes, donc un code d'éthique qu'ils doivent respecter. Donc, au-delà de la loi, il y a le commissaire a le pouvoir. Il a adopté, en fait, on a adopté il y a plusieurs années un code d'éthique et de déontologie pour les lobbyistes. Donc, on est dans le quoi faire et comment le faire. Le fait de ne pas pouvoir mentir sur l'identité de son client est assez fondamental. Le fait de respecter l'intérêt public dans ses représentations. Donc, ces règles-là, elles continuent d'exister et évidemment, s'il y avait une nouvelle loi qui était adoptée, on aurait une refonte de ce code de déontologie-là pour prévoir aussi des obligations pour les entreprises, mais aussi pour, évidemment, ceux qui font les activités de lobbyisme. Reste que la responsabilité de base, selon nous, doit reposer sur l'entité responsable du mandat. On n'est pas dans le bénéficiaire parce qu'il est parfois difficile à identifier ou il peut être des milliers de personnes.
Une chambre de commerce qui fait des activités de lobbyisme peut bénéficier à 100, 250 entreprises. Alors, c'est très difficile d'identifier le bénéficiaire. Mais je pense que la responsabilité de base de respecter la loi doit reposer doit être une responsabilité corporative. Moi, je veux revenir un peu en arrière sur ce que vous disiez, où c'était comme une zone grise, là, afin de déterminer qu'est-ce qui est considéré comme du lobbying, à une époque où toutes les communications se font avec le cellulaire, et vous dites que vous êtes une quarantaine de personnes à gérer des milliers de dossiers. Comment est-ce qu'on... C'est quand même un défi important. Est-ce que c'est vraiment une zone grise ou est-ce qu'on tire la ligne puis on dit, bon, les messages textes, là, il va falloir qu'on commence à regarder les communications des téléphones. Jusqu'où est-ce qu'on... Ce qu'on doit faire quand on a des dossiers d'enquête, oui, on va aller chercher les textos pour les voir. Bon, il y a plusieurs éléments de réponse à votre question. Non, mais je veux dire aussi, dans une époque où on écoute des élus à un moment donné qui disent moi j'ai des amis, je viens du monde des affaires, puis on fait des activités ensemble, puis tu écoutes ça aux nouvelles, puis t'es comme un élu de haut niveau. C'est où la limite? On met où cette limite-là? Bon, mais c'est normal et c'est souhaitable qu'on ait des politiciens, des élus qui ont une expérience de vie antérieure et qui sont là pour leur qualité, soit pour leur profession antérieure ou pour des... Donc, moi, je souhaite ça. Mais visiblement, il n'y a pas d'imputabilité présentement au niveau des institutions publiques, au niveau des élus ou des fonctionnaires. Il n'y a pas de responsabilité qui est créée dans la loi. Même pas celle de vérifier qu'une activité est inscrite au registre des lobbyistes. Donc, ça part d'une méconnaissance de la loi et d'un manque d'importance qu'on a pu donner à ça. Et ça se reflète de façon générale, je pense, en matière d'éthique et d'intégrité publique. Là. Malheureusement, pour moi, c'est un des sujets qui est souvent mis de côté ou parce que il est peu sexy peut-être et c'est pas ce qui fait vibrer nécessairement les gens, et il y a des crises bien plus importantes que ça et j'en conviens, là, je suis pas en train de dire que c'est la chose la plus fondamentale tout le temps, en tout temps. Mais justement, en fait, c'est la base de notre démocratie aussi. La confiance dans nos institutions publiques, elle passe par un encadrement de l'intégrité publique, de l'intégrité de nos institutions. Donc, c'est clair que dans une éventuelle réforme de la loi, il faut minimalement que les élus, que les fonctionnaires aient de la formation obligatoire pour la connaître et la comprendre. Il faut minimalement qu'ils se sentent responsables de mettre en œuvre le droit à la transparence des citoyens. Pour moi, c'est le strict minimum. Je ne veux pas les sanctionner, mais minimalement d'avoir ce réflexe-là. Alors, l'élu dont vous parliez tout à l'heure, qui a plein de contacts, devrait minimalement dire à ses contacts, à partir de maintenant, si vous tentez d'influencer une de mes décisions, sachez que je m'attends à ce que vous soyez inscrit au registre des lobbyistes. Point. Ouais. Ça peut n'être que ça, mais ça fait toute une différence. Évidemment, on n'est pas capable de les surveiller, les communications. Au niveau de la loi, juste pour comparer à ce qui se passe au fédéral ou peut-être dans d'autres provinces, moi, je reviens à ce thème-là où on ne sait pas si finalement il y a eu une activité, c'est enregistré, mais on ne sait pas si finalement elle a eu lieu. Au fédéral ou dans d'autres provinces, est-ce qu'il y a ce changement-là? Est-ce qu'on sait si finalement il y a eu on coche, oui, j'ai rencontré le premier ministre ou le ministre ou telle personne? Oui, en fait, dans plusieurs juridictions, maintenant, il y a des rapports mensuels qui doivent être déposés par les lobbyistes lorsqu'ils rencontrent principalement les décideurs de la strate supérieure. Ouais. Donc, prenons peut-être les sous-ministres en montant ou les sous-ministres associés en montant. Quand ils ont ces rencontres-là, mais c'est uniquement les rencontres en personne ou en tout cas dans certains cas, il y a des discussions verbales, mais ils ont minimalement l'obligation de venir dire on a eu cette rencontre-là, on a discuté de telle chose. Il y a un retard au Québec sur ce point. Clairement, nous, on a un retard sur cet aspect-là. On a un retard sur plusieurs éléments. Les autres juridictions et plusieurs autres juridictions, dont ma collègue fédérale, on se plaint aussi d'un trou béant dans notre loi qui s'appelle la partie importante. C'est-à-dire qu'un lobbyiste d'entreprise, donc qui travaille pour une entreprise, n'aura pas l'obligation de divulguer ses activités. S'il ne fait pas du lobbyisme pour une partie importante de sa fonction
ou de son emploi. Attendez, répétez ça. C'est très intéressant. Alors, c'est malheureusement un concept qui a été, qui nous a été importé des États-Unis et ça a été introduit dans plusieurs des lois. Toutes les lois canadiennes ou presque avaient ce genre de seuil. Où l'objectif était de faire en sorte que les très petites entreprises n'aient pas à s'inscrire toujours quand ils faisaient des activités. Ce qui est très louable. Hein, on veut pas tout couvrir. Ouais, mais juste à répéter, est-ce que vous avez dit, juste pour le reprendre? Alors voilà, je recommence. C'est lorsque, en fait, si un lobbyiste d'entreprise, donc une personne qui travaille au sein d'une entreprise, ne fait pas des activités de lobbyisme pour une partie importante de ses fonctions ou de son emploi, il n'a pas l'obligation de ça. Il n'est pas un lobbyiste au sens de notre loi. Comme il n'est pas un lobbyiste au sens de notre loi, il n'a pas à inscrire ses activités. Donc, une part importante, c'est quoi? C'est 30%, 40%? En fait, actuellement, nous, on a calculé, à l'origine, c'était autour de 20%. 20%. On parle de 12 jours par année au Québec, selon la dernière interprétation qui subsiste. Parce ça va vite, là. On s'est fait casser en cours d'appel dans un mauvais jugement, selon moi. Mais au fédéral, c'était à peu près la même chose. Là, la commissaire fédérale vient de resserrer la règle ou d'annoncer qu'elle allait resserrer la règle et réduire ça. Toutes les provinces se sont battues. Certaines ont gagné, ont réduit à 50 heures ou à 25 heures ou à 0. Et comme la Colombie-Britannique, où il y a une inscription par défaut, nous, c'est ce qu'on vise, mais on vise à être plus agile que ça aussi. Ne pas simplement se concentrer sur le nombre d'heures. Moi, je ne suis pas capable de le calculer, le nombre d'heures. Et on s'en remet à l'entreprise. Mais il y a d'autres façons d'arriver à une divulgation qui est pertinente. Mais pour vous donner l'exemple, ça veut dire que le PDG d'une multinationale, comme on parlait tout à l'heure, ben lui, dans la vie, là, le PDG de la multinationale, il fait bien des choses. Et parfois du lobbyisme. Mais s'il envoie un texto au ministre, au sous-ministre, au premier ministre même, pour une activité quelconque, et que ce texto-là, ultimement, résulte dans un contrat de 200 millions de dollars, en théorie, on ne le saura jamais. Ou pour modifier une loi, ou pour un contrat, ou pour une subvention, parce que, clairement, il n'atteindra pas la partie importante. Et moi, cette partie importante-là, je dois pouvoir dire au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, il n'aura pas de défense. Hein? Donc, il a atteint la partie. Parce que sinon, alors ça, c'est 60% de nos enquêtes, depuis toujours, qui sont tombées, qui ont été refusées, parce que la partie importante n'était pas rencontrée. C'est un trou béant dans notre loi. Il faut régler ça vraiment de façon importante, en fait, de façon urgente. Je parle, tu sais, on demande de faire la comparaison avec, par exemple, le fédéral ou d'autres provinces, puis je sais qu'une discussion qui est activement en cours au fédéral, c'est les compagnies étrangères. Oui. Ça, au Québec... l'influence étrangère. Oui. Ça, c'est vraiment, on parle davantage de relations, soit de relations diplomatiques ou d'influence en matière de politique ou géopolitique. Mais je pense qu'au fédéral, désolé, c'était avec tout le cas de Huawei, là, la compagnie téléphonique. Puis en tout cas, il parlait de compagnies internationales ou... Il y a un nouveau cadre fédéral, en fait, qui je ne sais pas s'il est entré en vigueur là-dessus, mais c'est vraiment, ça ne relève pas tant en fait, ça pourrait relever du lobbyisme. Donc, clairement, s'il y a une tentative d'influence d'une compagnie, qu'elle soit étrangère ou pas, ou québécoise, si on tente d'influencer une décision du gouvernement du Québec... Il rentre dans le cadre légal du Québec. Absolument. Donc, il pourrait y avoir un second régime qui s'applique, celui de l'influence étrangère. Mais là, nous, on va se concentrer sur le lobbyisme. On en a déjà amplement. Moi, je veux vous amener sur un autre terrain, puis peut-être qu'avec votre position, vous ne serez pas en mesure de répondre parce que vous devez être vraiment... Mais quand vous vous réveillez le matin, là, puis vous suivez la politique, vous regardez les réseaux sociaux, etc., puis vous voyez le cynisme des gens. Vous travaillez fort et votre but, comme vous l'aviez dit, c'est de dire aux gens que, hey, on est là pour que vous vous sentiez à l'aise, que... Protégé, que les institutions démocratiques sont protégées. Et la réaction, souvent, qu'on reçoit du public,
C'est que, ils sont tous corrompus. Tu sais, ils parlent tous. C'est toutes des, tu sais, un ami. Ils sont tous croches. Ouais, tu sais, on le rencontre. C'est le cynisme. Il y a le cynisme. C'est ça, c'est le cynisme. Il y a une partie de cynisme, c'est vrai, et celui-là, bon, on n'y échappe pas, mais je suis pas le seul. Hein. Les politiciens, je pense, vivent avec ça tous les jours. Je pense qu'il y a un manque de connaissances aussi, de compréhension. On fait beaucoup l'amalgame entre le lobbyisme, la collusion, la corruption. Ouais. Or, le lobbyisme, c'est tout sauf de la corruption et de la collusion parce que pour qu'il se qualifie de lobbyisme, il faut qu'il soit transparent. Le lobbyisme, c'est de la communication d'influence, c'est de la représentation d'intérêts. C'est les termes, en fait, que moi, je préconise. Je préconise de changer le nom de la loi, d'éliminer le terme lobbyiste, lobbyisme, etc. Parce que... Juste à cause de la connotation. La connotation et la représentation véritable de ce que c'est de la représentation d'intérêts, point à la ligne. Et donc, de vivre avec cette espèce d'héritage d'un terme qui a une mauvaise presse. Si on veut changer la culture, je pense qu'il faut aussi commencer par le vocabulaire dans certains cas. Mais donc, oui, c'est triste, mais moi, ça ne m'effraie pas de relever ce défi-là tous les matins. Je pense que dès qu'on réussit quand même à informer un citoyen, on est là. C'est ça qu'on fait dans la vie. Et on se croit très utile pour maintenir la confiance ou soutenir la confiance dans nos institutions publiques. Il y aura toujours des gens, évidemment, qui feront des amalgames malheureux. Il y a de l'éducation à faire. Ça prend une mission d'éducation aussi pour le commissaire au lobbyisme et des moyens pour le faire. Alors, tantôt, vous disiez que votre rôle découle du législatif. Ouais. Bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez été nommé aux 2/3, c'est ça? 2/3 de l'Assemblée nationale? Oui, un vote aux 2/3 des membres de l'Assemblée nationale pour élire une personne désignée, en l'occurrence le commissaire au lobbyisme. Ouais. C'est ça. Vous faites du lobby auprès des députés? Belle question. Les titulaires de charges publiques, quand ils se parlent entre eux, ne font pas du lobbyisme, bien évidemment. Et je ne suis pas assujetti à ma propre loi. Mais alors, la question, dans le fond, là où je voulais vous emmener, c'est cette loi-là, bien sûr, adoptée par l'Assemblée nationale en 2002. Donc, si elle devait être rafraîchie, mise à jour, ça prendra forcément soit un nouveau projet de loi ou un projet de loi modifiant la loi ou quelque chose de ce genre-là. Corrigez-moi si je me trompe. Ouais. Et dans le fond, faudrait que ça émane du législatif. Oui. Là, je pense qu'au Québec, on a un ministre responsable des institutions démocratiques. Ouais. Donc, je suppose que ça émane, ou en tout cas, traditionnellement, ça émane du ministre responsable des institutions démocratiques. Mais j'imagine que vous, dans votre rôle de commissaire, évidemment, aux fonctionnaires neutres nommés aux 2/3 par l'Assemblée nationale, lorsque vous voulez tirer la sonnette d'alarme, vous la tirez tant auprès de la partie gouvernementale que des autres membres de l'Assemblée nationale qu'ils forment le gouvernement ou l'opposition. Ah, bien sûr. C'est en fait, il est évident que s'il y a une rédaction d'un projet de loi et ultimement le dépôt d'un projet de loi, le gouvernement ou l'organe gouvernemental qui en est chargé, dans notre cas, le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, va porter le projet et principalement la rédaction, ce qui n'empêche pas le commissaire au lobbyisme de faire ses propres recommandations et ses propositions législatives, ce que j'ai fait. Accompagné, évidemment, en 2019, on a déposé un rapport à l'Assemblée nationale qui faisait un grand tour de roue de tout ce qui s'était fait, écrit et toutes les meilleures pratiques en matière de lobbyisme. Pas suffisant. En 2022, on a mandaté l'OCDE de faire un rapport sur l'application de notre loi. Appuyé de ces deux rapports-là, on a rédigé des propositions législatives qu'on a transmises au gouvernement, et incluant des règlements aussi, parce que c'est à travers la réglementation qu'on pense qu'on est capable de venir circonscrire et préciser c'est quoi des activités de lobbyisme, à qui ça s'applique et comment. Donc,
dans la rédaction d'un projet de loi, il y a tout un processus, puis il y a de la discussion et de la communication qui se fait. Ça, c'est évident. Mais dans la présentation des orientations, de ce que nous, on souhaite accomplir, on est très transparent et en fait, je me dois, moi, d'être totalement neutre et transparent. Donc, j'ai rencontré tous les partis représentés à l'Assemblée nationale à l'automne dernier pour justement faire cette tournée, leur expliquer c'est quoi la réforme qu'on propose, c'est quoi les fondements de la réforme qu'on propose. On parlait de responsabilité corporative, on parle d'abolir la fameuse partie importante, d'augmenter les sanctions, de changer ou d'élargir le régime de sanctions. Donc, il y a plusieurs de ces changements-là qui sont proposés, d'assujettir les organismes à but non lucratif qui sont presque tous non assujettis à notre loi alors qu'ils le sont partout au Canada. Y compris les syndicats? Les syndicats le sont déjà. Ah, le sont déjà. Les syndicats, les associations professionnelles, les chambres de commerce, okay. En fait, sont déjà tous assujettis. Mais il y a un grand pan des organismes à but non lucratif, qu'on pense à des grandes organisations en matière environnementale ou d'autres, des instituts, des fondations. Les universités? Les universités sont une classe à part parce qu'ils sont presque des titulaires de charges publiques, mais donc ça va dépendre évidemment des situations. Mon objectif n'a jamais été, et d'ailleurs, on le lit parfois malheureusement dans les médias, là, qu'on veut on veut encadrer tous les OBNL, c'est faux. Les organismes communautaires, on les a toujours exclus. On ne voit pas de pertinence d'encadrer les activités que les organismes communautaires qui offrent des services aux citoyens, qui sont parfois le bras droit et le bras gauche du ministère de l'Éducation ou du ministère de la Santé. On ne voit pas davantage. Mais il y a un paquet d'autres organismes à but non lucratif qui sont des instituts, des fondations, des think tanks et parfois même des faux mouvements, en fait, qui proviennent d'entreprises ou financés par des entreprises qui sont exclus par une définition beaucoup trop large dans notre loi. Alors moi, mon objectif, c'est pas d'aller contre le bien commun, mais je suis pas là pour juger du bien fondé des représentations qui sont faites ou pas. C'est de trouver un juste milieu. Où est-ce qu'on doit... Parce que toutes les représentations d'intérêt ne sont pas pertinentes, mais il y en a qui sont pertinentes pour tout le monde. Par exemple, influencer une loi, que ce soit fait par un organisme à but non lucratif ou par une entreprise, ça a un impact direct sur les citoyens. Mm-hmm. Alors moi, je ne suis pas là pour juger du bien fondé, mais je regarde et c'est la même communication d'influence. Alors, et on parlait tout à l'heure comment on arrive à encadrer le lobbyisme un peu mieux. Bien, il y a des choses qui sont fondamentales. On tente d'influencer une loi ou un règlement, on s'inscrit. Point. Ça devrait être ça, la règle. On cherche des subventions. On cherche une subvention, ben, OK, à partir de quel montant est-ce que ça devient pertinent pour le citoyen? On peut se poser ces questions-là. Nous, par voie réglementaire, on propose de venir créer un cadre, une balise. On discutera de ce cadre-là. Est-ce que ce sont les bons seuils en matière de contrat, en matière de subvention? J'ai pas la science infuse. On a fait des propositions qui sont les plus concrètes possibles. On en discutera en commission. Encore faut-il se rendre en commission et donc qu'il y ait dépôt d'un projet de loi. Intéressant. Puis d'ailleurs, ça vous permettrait donc de mettre les efforts à la bonne place aussi en termes de, comment dire, de contrôle. Donc, parce que sinon, là, c'est sûr que quand on est dans un espèce de mur à mur, y compris là où ça ne fait pas de dégâts à la société, ce sont des ressources que vous ne mettez pas ailleurs là où ça en crée. Donc, voilà. Donc, alors, j'en reviens un peu à notre système un peu législatif. Donc, oui, vous pourriez donc avoir une sorte de mouture ou des recommandations sur un projet de loi qui lui viendrait du secrétariat aux affaires aux institutions démocratiques. Accès à l'information, réforme des institutions démocratiques. Ah, ok, mais je les connais pas tous, mais oui, c'est ça. Je pense qu'il m'en manque une lettre, je me rappelle. Je suis pas surpris, mais en tout cas, il y en a plusieurs. mais en tout cas, donc quelque chose qui relève donc bien sûr du gouvernement, de l'exécutif, mais en même temps, le système parlementaire étant ce qu'il est, n'importe quel député pourrait arriver avec un projet de loi privé. Ça ne veut pas dire qu'il sera appelé et comment dire, étudié, encore moins adopté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
dans le fond, c'est le législateur au sens large du terme qui doit agir. Donc, ce que je comprends, c'est que vous faites des représentations auprès du législateur, donc qu'importe sa couleur, voire même des indépendants, pourquoi pas. Donc, ce serait un petit peu ça. Alors, c'est sûr, là, tantôt, vous avez utilisé un mot que je trouve très approprié, même s'il sonne un peu bizarre, mais effectivement, hein, on va se le dire, c'est extrêmement important ce que vous faites et là où vous voulez amener cette loi-là, éventuellement. Mais effectivement, ça n'a pas l'air d'être très sexy. Il reste moins d'une année à la présente législature. Puis, en tout cas, je le dis, je peux me tromper. Et puis, j'espère pour vous, à la limite, que je me trompe, ou pour nous, collectivement, que je me trompe. Mais c'est très difficile d'imaginer qu'un projet de loi sur cette question-là puisse être déposé, adopté dans cette législature, dans ce qui en reste. Donc, c'est un travail quand même de longue haleine. Ben, c'est un travail que ça fait 8 ans, donc ça va faire 8 ans que je suis en poste la semaine prochaine. Ça fait quand même plus de 7 ans que je milite pour une réforme de cette loi-là. Oui, c'est un travail de longue haleine. Est-ce que c'est impensable qu'un projet de loi soit déposé? Moi, je pense pas. J'y crois beaucoup. J'y crois parce que le projet, il est prêt, il est bon, il mérite d'être discuté, il mérite d'être présenté. Est-ce que c'est sexy? Ben, moi, je pense que oui, mais bon, on n'a pas toute la même définition. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, c'est ça. Mais, en ce sens que, est-ce que c'est gagnant? Pour moi, c'est gagnant. C'est gagnant pour n'importe quel gouvernement, ou même, j'irais plus loin, pour n'importe quelle plateforme politique de dire, nous, on trouve que c'est important, l'intégrité publique, la transparence, l'éthique. On le voit, on a un scandale, on a une commission présentement qui traite de ça. On en a eu une aussi il y a quelques années qui s'appelait la commission Charbonneau. C'est malheureusement à la suite de ce genre de choses-là aussi qu'on a fait les plus grandes avancées en matière d'intégrité publique et de transparence. Est-ce que je compte là-dessus? J'aimerais mieux pas. J'aimerais mieux qu'on prenne la décision collective que c'est vraiment important et que je pense, moi, que c'est un projet qui est apolitique et qui est transpartisan. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de perdant là-dedans. Il n'y a que le citoyen qui est ultimement gagnant. Alors, ça dépend vraiment de notre définition de ce qui est sexy ou pas. Un an et quelques mois ou un an avant des élections, c'est amplement de temps pour passer. On ne parle pas d'un projet de loi de 300 articles non plus, là. Alors, c'est amplement le temps de passer ce genre de réforme-là. Et moi, je vois ça gagnant, encore une fois, pour n'importe quel parti politique, d'intégrer ça. Et je vais même plus loin que ça. Je pense que les projets de loi ou les réformes en matière d'intégrité publique devraient être dépolitisées. Peut-être il faudrait trouver un mécanisme autre, mais ne plus être assujetti à un agenda législatif, comment je dirais, gouvernemental et davantage confié à l'Assemblée nationale, peut-être, parce que moi, comme toutes les autres personnes désignées, on est toujours en attente de ces réformes-là. Mais ça s'est déjà vu dans le passé. Hein? Donc, vous vous souviendrez probablement de la commission sur l'aide médicale à mourir. Oui, bien sûr. Donc, ça avait été quelque chose de transpartisan puis c'est quelque chose qui a bien fonctionné, donc pourquoi pas. Oui, évidemment, c'est pas le même sujet. J'en suis très conscient aussi. Là. Alors, je pense qu'on était dans quelque chose qui était très fondamental pour la société. Non, mais absolument. Mais moi, j'aime souvent dire que la société est à l'image de l'être humain, hein, donc c'est-à-dire imparfaite. Oui, bien sûr. Et souvent, l'être humain, quand il a un bobo quelque part, il se dit, bon, c'est pas grave. Sauf que si tu soignes ton bobo à temps, t'as pas besoin d'avoir un remède de cheval par la suite. Voilà. Donc, dans le fond, si j'essaye de parler de manière un peu moins, enfin plus directe et moins imagée, c'est que faudrait pas attendre un scandale qui va
faire couler de l'encre pendant des mois et lancer de nouvelles commissions d'enquête, etc., avant de mettre en place une sorte de projet de loi modifiant la loi actuelle ou quelque chose de ce genre-là. Mais là, si je suis en train de plaider pour le changement de loi devant le commissaire au lobbying, là, je suis dans le trouble. Ou c'est le citoyen qui parle? Ah non, c'est le citoyen qui ok, parle. bon, ben ça va. Non, parce que sinon, je m'inscris là tout de suite. Comme je vous disais, je ne suis pas assujetti à ma propre loi. Mais oui, vous avez raison. Et il y a même une étude qu'on a citée dans notre rapport en 2019 qui démontrait clairement que les lois adoptées dans un contexte où il n'y a pas de scandale et dans un contexte transpartisan étaient généralement bien meilleures, bien mieux reçues, bien mieux comprises que celles qui font suite à un scandale. Et rappelons-nous que la nôtre a été adoptée en 2002 à la suite d'un scandale. On veut éviter ça. On préfère évidemment être dans un modèle différent. Et comme je le disais, pour moi, c'est d'essayer aussi d'intégrer les améliorations en matière d'intégrité publique dans la culture parlementaire ou dans la culture. Pourquoi pas un bill omnibus chaque année qui viendrait faire des améliorations plutôt que de faire des grandes réformes à tous les 20 ans. Ça serait beaucoup plus efficace, ça serait beaucoup plus simple, ça serait un bien moins grand fardeau. Je pense pour l'avenir, évidemment, il faut commencer quelque part et pourquoi pas avec la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Votre job, quand même, doit être un peu difficile parce que, tu sais, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, vous excluez de la politique, vous avez un rôle qui est 100% neutre, vous êtes là pour protéger les citoyens, mais les décisions que vous prenez peuvent affecter le politique et ils peuvent l'affecter vraiment sérieusement, surtout si vous avez devant vous un document qui pourrait potentiellement devenir une crise politique. Puis, tu sais, je me mets un peu dans votre position, puis vous vous dites, bon, ça c'est les élus qui m'ont nommé, ils m'ont sélectionné, j'ai quand même droit à tu sais, j'ai un mandat à faire ma job correctement. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, est-ce que je crée une crise politique? Est-ce que je le retiens? Est-ce que vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous vous posez cette question-là? Est-ce que ça va avoir un impact majeur sur le contexte politique, ce que je suis en train de faire? Ben, la question, elle est toujours omniprésente. Pas dans le sens, est-ce que je vais le faire ou pas? C'est le mandat qu'on m'a donné. Ouais. Et donc, je n'hésiterai jamais à amener un dossier sur la place publique ou envoyer un dossier au DPCP si je suis convaincu que l'intérêt de la population va être servi par ça. Quant au moment, quant à la façon, c'est là qu'on a aussi une marge de manœuvre et qu'on va utiliser le gros bon sens. Mais on se questionne. Moi, je ne me questionne pas. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle c'est une nomination aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Pardon. Que c'est une fonction qui relève de l'Assemblée nationale pour que le commissaire, moi, mais en l'occurrence tous mes collègues, personnes désignées, on ait une totale indépendance et autonomie. Alors, on va chercher notre budget au bureau de l'Assemblée nationale et pendant le reste de l'année, on gère avec notre budget, on fait nos choses, on prend nos décisions. C'est fondamental de maintenir cette autonomie-là et cette indépendance-là. Puis pour moi, l'indépendance, là, c'est pas « je fais ce que je veux quand je veux ». C'est l'indépendance de choisir ou de décider « je vais en enquête dans ce dossier-là ». Il n'y a jamais personne qui va me dire quelle enquête faire ou ne pas faire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que jamais personne n'a essayé. Il y a un grand respect du côté des parlementaires, du côté du gouvernement, de l'exécutif, depuis toujours envers les institutions publiques québécoises et les institutions comme la mienne. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour la confiance des citoyens. Alors, j'ai pas de reproche à faire, mais il faut toujours être à l'affût parce que si on regarde, vous avez parlé de nos voisins tout à l'heure, si on regarde ailleurs dans le monde, pas juste tout près de nous, les institutions publiques, elles sont attaquées régulièrement. Et les premières qui vont être attaquées, souvent, sont des espèces justement, de sentinelles de l'État où on va juger, le budget qu'on donne à cette organisation-là, finalement, c'est beaucoup trop. Alors, on va réduire leur budget de sorte qu'ils n'auront plus l'autonomie. C'est pas arrivé chez nous. On est conscient quand même qu'on est dans une situation économique qui va être difficile pour l'ensemble des Québécois.
Mais je pense que l'investissement que notre société a fait dans nos institutions parlementaires et les sentinelles de l'État, comme je les appelle, il vaut la peine d'être fait. Donc, je pense qu'on est... L'indépendance, elle est fondamentale, elle est importante. Moi, je me sens tout à fait à l'aise de prendre toutes les décisions que j'ai à prendre. C'est pas arrivé dans des situations délicates, mais il faut quand même exercer son jugement aussi, notamment sur le moment, sur la façon de faire. Et rappeler aussi que moi, je ne poursuis pas et je ne sanctionne pas les élus. Et j'aimerais bien qu'ils comprennent tous, et je vais leur dire, moi, je suis là pour vous aider, pour éviter que votre processus décisionnel, élu et fonctionnaire, soit remis en question. Parce que s'il est remis en question, la décision peut être la meilleure décision, mais elle ne sera jamais la meilleure dans l'œil du citoyen parce que le processus va avoir été vicié. Et c'est à ça que je travaille. Et c'est ça que je dis aux chefs de cabinet et à d'autres quand je les rencontre. Votre objectif, c'est de protéger le processus décisionnel pour éviter qu'il soit remis en question parce que le citoyen va juger, lui, pas juste la décision, le processus au complet. Oui. Alors, tantôt, je vous ai entendu dire que il existait une forme de code déontologique pour les lobbyistes. Pour les lobbyistes, oui. Avez-vous déjà pensé si les lobbyistes ne devraient pas se doter d'un ordre professionnel qui relèverait de l'ordre des professions du Québec? Parce que, fondamentalement, qu'est-ce qu'un ordre professionnel? Vous faites partie du barreau, oui. Donc vous le savez mieux que bien du monde. Le but d'un ordre professionnel, c'est la protection du public. Alors je comprends que vous avez déjà un peu cette cette mission-là de protection du public à l'égard. Mais c'est-à-dire que au-delà de voir la conformité des inscriptions et de s'assurer que des lobbyistes s'inscrivent, pour être lobbyiste, fondamentalement, puis là, on est genre c'est-à-dire des lobbyistes de métier, là, tu sais. Donc, c'est là où on est dans votre affaire de pas raisonnable, mais partie importante, exactement. Pourrait faire partie d'un ordre professionnel où, là, c'est sûr que si on commet des infractions, que le commissaire pourrait relever, pourrait perdre son permis de pratique, par exemple, ou que le syndic lui tape sur les mains. Une forme... je sais pas, je lance un pavé dans la mare. C'est une question qui a déjà été évoquée. Je pense pas que la nécessité là... En fait, la problématique principale ou la chose particulière avec les lobbyistes, c'est qu'on est lobbyiste et on ne le sait pas. Ah, c'est ça. Parce que dès qu'on fait une communication qui vise à influencer un titulaire d'une charge publique, alors qu'on est dans nos fonctions, pas comme citoyen, je le rappelle, mais à l'intérieur d'une entreprise ou d'un cabinet conseil, dès qu'on fait cette communication-là, on se retrouve à rencontrer la définition de lobbyiste, sauf si on n'en fait pas une partie importante, mais on ne reviendra pas là-dessus. Donc, c'est très difficile parce que le code s'applique malgré que la personne peut ne pas savoir qu'elle est visée par la loi. Ça, c'est une première problématique. Et on peut être lobbyiste pendant 1 an et cesser de l'être. Alors qu'un avocat, techniquement, si on maintient son inscription à l'ordre, on va demeurer un avocat en titre et pouvoir poser les gestes professionnels qui viennent avec. Je ne nie pas le fait qu'il y a une certaine professionnalisation du lobbyisme. Je ne suis pas convaincu que l'ordre professionnel est la meilleure des solutions, d'une part. D'autre part, ça coûte quand même des sous. Créer un ordre, maintenir un ordre et l'administrer, fonds d'assurance, etc. Donc, il y a une grande réflexion à faire. Ce n'est pas à moi de la faire. Par contre, il y a des modèles alternatifs. Je regarde, c'est les planificateurs financiers, je pense, qui ont un titre réservé. Pour se présenter comme planificateur financier, il faut obtenir son titre auprès de l'Autorité des marchés financiers. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être utile?
honnêtement, je ne le sais pas. Je ne vois pas la nécessité de ça aujourd'hui, de réserver le titre de lobbyiste à ceux ou de représentant d'intérêt. Je préférerais représentant d'intérêt à ceux qui ont ça. C'est une bonne question, mais je le prendrais peut-être pour une autre réforme de la loi. Après celle-ci. Un autre épisode. Voilà. Je sais que le temps file, puis vous avez d'autres obligations. Déjà, on a été chanceux parce qu'on avait quand même une grande période entre le temps où Hydro-Québec nous a coupé le courant, puis heureusement, on a eu assez de temps pour faire un bon épisode. Attention, moi j'ai encore 2 questions. Fait que... Vas-y. OK, mais alors, n'hésitez pas. Alors, moi, je vais vous dire, vous l'aurez compris quand même, hein, depuis le début de l'épisode. Moi, les institutions démocratiques, c'est très important pour moi. Donc, de les renforcer. J'aime pas le mot renforcer parce qu'il est un peu connoté. Hein. Le mot renforcer, c'est un peu comme s'il y avait une volonté d'être plus sévère, alors que fondamentalement, ce qu'on essaye de faire ici, c'est de rendre la chose plus cohérente dans le contexte d'aujourd'hui. Améliorer, Ouais. exactement. Il y a toujours un défi qui vient avec les bonnes volontés. Il est d'ordre plus opérationnel. Donc, littéralement, un peu comment ça se traduit sur le terrain. Comment ça se traduit pour un titulaire de charge publique qui se fait, excusez l'anglicisme, mais qui se fait lobbyer, dans le fond, influencer, oui, par des gens. Mais aussi, bien sûr, ceux qui influencent, tant ceux qui sont des lobbyistes occasionnels que ceux qui le sont véritablement de métier. Hein. C'est-à-dire, ils font que ça de 8h à 9h le soir. Parce que parfois, ça peut, le côté opérationnel peut être aussi un peu compliqué, parfois un peu lourd. Là, vous parliez d'une plateforme qui est depuis quelque temps infiniment plus facile d'utilisation. De s'enregistrer, ça peut prendre 5-10 minutes, c'est pas grand-chose. Mais il reste que parfois, il peut y avoir beaucoup de questionnements sur ce qui est précisément du lobbying, de ce qui ne l'est pas. Puis dans un monde de suspicion, les gens cherchent aussi parfois à laver plus blanc que blanc. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la définition de la communication d'influence, mais parce qu'on veut pas de trouble, eh ben, on s'inscrit pareil parce qu'on se dit, moi, j'ai rien à cacher. Fait que let's go. C'est un peu... Ouais. Et là, on se retrouve dans beaucoup d'interprétations. Donc, qu'est-ce qu'il l'est pas? Ouais, mais si tu t'es inscrit, c'est qu'il y avait forcément une volonté de... Mais tu sais, plein de choses. Donc, comment ça se traduit? Est-ce que vous consultez à la fois des titulaires de charge publique au niveau politique comme au niveau de la fonction publique? Et est-ce que vous consultez aussi les différents types de lobbyistes, ceux de la vie de tous les jours comme ceux qui le sont occasionnels, pour tirer un petit peu, comprendre un peu mieux leur réalité, leur fonctionnement? Parce que parfois, une campagne de notoriété, ce n'est pas nécessaire. En fait, une campagne de notoriété ou une présentation de service, ce n'est pas du lobbying selon la loi. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que souvent la ligne est très fine, mais tout le monde n'est pas avocat et tout le monde n'est pas capable d'apprécier l'interprétation de la loi. Donc, il y a aussi beaucoup de questionnements, beaucoup de points d'interrogation qui sortent dans tous les sens, parfois de la tête de certaines personnes. Donc, comment on fait pour que, opérationnellement, au-delà de la bonne volonté du commissaire de rendre notre société meilleure à ce niveau-là, comment on y arrive? Bon, je dirais la première des choses, on réforme la loi, on adopte un règlement qui va venir préciser clairement ce qu'est une activité de lobbyisme et pas, des seuils spécifiques qu'on est capable de mesurer et qu'une personne raisonnable va être capable de suivre le chemin et de se dire ça je dois le... Mais aujourd'hui, comment on le fait? D'une part, on a un comité consultatif. Donc, le commissaire, depuis 2015, mon prédécesseur avait créé un comité consultatif composé de titulaires de charge publique, de lobbyistes, de médias, de représentants des citoyens. Aujourd'hui encore, on a un comité qui... En fait, je vous invite à aller voir notre page sur le site web et voir la composition qui est impressionnante. Et ces gens-là sont tous des volontaires qui viennent parler au commissaire au lobbyisme pour l'instruire sur la réalité terrain,
sur des améliorations qu'on peut apporter à Carrefour Lobby Québec, donc le registre actuel, sur des réalités du lobbyisme, sur parfois aussi leur perception des sorties publiques du commissaire au lobbyisme. Là, je ne sais pas si j'ai dit des choses aujourd'hui qui vont heurter, mais parfois, oui, ça se peut que ça sorte en disant, en allant plus loin que ce qu'on souhaite véritablement traduire comme message. Donc, ils réagissent aussi parce que les lobbyistes que je connais, les professionnels aussi qui travaillent, sont très fiers de ce qu'ils font. Donc, ils sont très à l'affût de ça. Et les titulaires de charges publiques, eux autres, sont très, très intéressés aussi par l'aspect éthique et intégrité publique parce qu'ils voient les impacts négatifs que ça a sur leur institution publique. Ils sont tout aussi attachés à leur institution publique que je peux l'être à la mienne. Et leur réputation professionnelle. Et donc, c'est un travail d'équipe qui se fait. On a des sous-comités où on va travailler. On a travaillé sur des éléments de la réforme de la loi pour aller chercher. On a un sous-comité qui travaille précisément sur des améliorations qu'on peut apporter à Carrefour. Pour revenir à votre première question, ou premier élément, s'inscrire au registre de lobbyiste, c'est se donner le droit de faire toute forme de communication qui peut ou pas va avoir une influence sur quelqu'un. Mais c'est un ticket d'entrée. Après ça, vous pouvez aller dire et faire ce que vous souhaitez faire. Et donc, d'avoir franchi la ligne ou pas, considérant que ça ne coûte rien, que ça prend 5 à 10 minutes la première fois, peut-être moins de 5 minutes les autres fois, inscrire un mandat, ça se fait sur un téléphone, quand on est assis dans la chaise, dans la salle d'attente ou dans alors, il n'y a pas de... Il n'y a que des bénéfices à inscrire ces activités de lobbyisme, dans la mesure où effectivement, on doit les inscrire, mais en cas de doute, il n'y a pas d'enjeu à les inscrire. Et c'est pas... C'est sûr que s'inscrire sur un registre public, ça peut paraître, comment je dirais, ça fait peur des fois, parce que nos registres publics où des individus sont inscrits ne sont généralement pas des registres très populaires. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne Carrefour Lobby Québec. Je pense qu'il faut le percevoir maintenant comme étant une vitrine même. J'annonce que je vais influencer telle chose et voici mon point de vue et je vais aller le présenter. Mais une fois que c'est fait, ça donne une ouverture à toutes les communications et ça, je dirais, ça permet aussi aux titulaires de charges publiques de recevoir les lobbyistes de façon plus relaxe, de façon en se disant on ne va pas contester notre processus décisionnel. Et ça, c'est aussi fondamental parce que c'est très important. On n'en a pas parlé beaucoup, mais de l'importance du lobbyisme. Le lobbyisme, il est essentiel dans notre vie. On l'appelle comme on veut. Et les titulaires de charges publiques n'ont pas toutes les connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions. C'est important qu'ils reçoivent des experts. C'est important qu'ils reçoivent des gens qui sont capables de les éclairer sur des situations. Alors, le lobbyisme, il a sa place dans notre démocratie aussi. Dans la mesure où il est transparent, il n'y a rien de mal à ça. Et c'est important que les citoyens comprennent ça. Tout à fait. Alors moi, j'avais une dernière question. Elle est philosophique. Ah bon. On va finir sur une question un peu philosophique. Puis vous n'êtes pas obligé de répondre spécifiquement, là, mais je vous laisse répondre en fait, de la manière dont vous voulez. Là. À quel moment le mieux devient un peu l'ennemi du bien? Ça se termine là, votre question. Oui. Alors, je vais vous aider un peu. Là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est normal que dans une société, il y a des lois, puis à un moment donné, il faut les réviser parce que les lois, elles sont adoptées dans un contexte change avec le temps. Selon toute vraisemblance et selon toute logique, le fruit est mûr peut-être même depuis quelque temps pour que cette loi soit révisée. Et on veut faire mieux. Ouais. Je dis pas que c'est le cas. Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, ni projet de loi, ni quoi que ce soit. Là, mais personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Hein. J'espère, parce que sinon, c'est un outrage. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il arrive parfois. Et je parle pas. Je parle au niveau législatif. Ouais, je saisis votre question. Où il peut y avoir
l'expression d'un zèle qui est pas malsain à la base. Il n'y a personne qui se lève le matin en se disant aujourd'hui on va écœurer les citoyens, on va passer une mauvaise loi. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais il peut y avoir une forme de zèle ou comment dire, une forme d'enthousiasme où parfois on a envie de profiter d'un moment, d'une fenêtre d'opportunité. Puis il y a certains coins ronds qui sont tournés, mais là, la loi, elle passe. Puis là, quand elle passe, on se rend compte que le mieux devient un peu l'ennemi du bien. Alors, dans ce contexte-là, là, je viens d'endormir George avec ma question philosophique, mais dans ce contexte-là, un petit peu, puis il y a pas de sous-entendu. J'essaie toujours d'amener un petit côté philosophique à ce genre d'initiative. Ouais, c'est bien. Écoutez, je pense que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Mais parfois son meilleur ami aussi. C'est-à-dire qu'on est capable d'atteindre des meilleurs résultats et parfois en y allant, je sais pas, en y allant de façon par étapes. Ça peut être... Mais minimalement, il faut en discuter. Il faut que la situation soit... Puis je vous remercie d'ailleurs de cette opportunité de parler de la réforme parce que c'est pas un sujet sexy. Je ne suis pas non plus chef d'un parti politique et donc je suis pas en élection, j'ai rien à vendre ou à promettre. Et je dis pas que c'est ce qu'ils font, mais je pense que c'est important d'entendre aussi des personnes qui travaillent pour l'intégrité de l'État, pour maintenir la confiance du public dans nos institutions de temps à autre. Et voir ce qu'ils font. Donc, je vous remercie de cette opportunité-là. Donc, minimalement, d'avoir la discussion, de mettre le sujet sur la pile, à quelque part. Peut-être que ça pourrait inspirer aussi des engagements ou une volonté, finalement, d'aller de l'avant. Et donc, puis on ne le saura pas tant qu'on ne sera pas dedans, qu'on n'aura pas le détail du projet ou des impacts. Des fois, ça se mesure des années après. Mais le mieux sera toujours mieux que de réagir à un scandale. Ben, en fait, moi, je comprends ce que vous dites par le bien peut être amélioré, dans le fond. Ben, tout à fait. Puis il faut y aller, c'est ça, il faut y aller de façon raisonnable. Je pense pas qu'on propose une réforme complète. Là. Ça fait 23 ans que la loi existe. Peut-être que des gens ont appris malheureusement aujourd'hui qu'elle existe, mais je pense qu'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux comme société. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous, Maître Routinier, du temps que vous avez pris. Comme je dis, moi, tu sais, pour les geeks politiques comme nous, c'est des discussions qui peuvent aller pendant des heures et des heures. Mais un grand merci, c'est grandement apprécié. Et on remercie évidemment à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde. Allez vous abonner, commenter, partager, faites ces belles choses-là, ça nous aide énormément. Et on vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Ciao tout le monde. Merci, bye.